Je m'appelle Laurent Coussonnet. Bon, alors, je ne suis pas très rompu à ce genre d'exercice, je vais plutôt dans les entreprises et dans les collectivités territoriales pour faire ce genre de présentation. Je vais un petit peu dans les écoles, mais là où sont mes enfants, donc je vais un peu à Montpellier Business School, aux arts et métiers, mais voilà, je ne suis pas très habitué à ce genre d'exercice, donc il faut que je me présente, donc je vais me présenter. Peut-être je suis un historique de Sopra, hein, puisqu'en fait Sopra Steria, c'est, on va dire, le rassemblement de deux grands noms, Sopra et Steria. Hein, Steria étant plutôt orienté infrastructure, on va dire, très technique, et Sopra plus solutions et on va dire nouvelles technologies. Hein, donc on s'est rassemblés pour faire effectivement l'un des plus grands groupes. Donc moi je suis rentré en 2002, donc ça va faire 15 ans. Vous pouvez me souhaiter mon anniversaire au mois d'octobre si on se revoit d'ici là. Voilà. Et il y a 15 ans, quand je suis arrivé chez Sopra, on était 5500 personnes. Et 15 ans après, on est 40 000. Et il y a 3 ans, on était 18 000 personnes. Et aujourd'hui, on est 40 000. Et il y a 3 ans, en Espagne, il y avait à peu près 3 500 personnes. Et aujourd'hui, il y en a plus du double. Voilà. Donc c'est effectivement une très forte croissance. Alors on est aussi éditeur quand même d'un leader mondial, il faut quand même le dire, qui s'appelle Axway, hein, qui est une filiale à 100% Sopra Steria, qui est basée aux États-Unis, puisque le siège social d'Axway, c'est à Phoenix, en Arizona. Ça fait un peu plus rêver. Voilà. Et donc Axway, effectivement, aujourd'hui, notamment aux États-Unis, pour information, est présent dans le top 500 des entreprises américaines. Axway est présent dans plus de 450 entreprises du top 500 américain. Alors pourquoi? Parce que Axway, c'est une petite anecdote, notamment McDonald's est persuadé qu'Axway, c'est une entreprise américaine. Donc je vous demanderai de rien dire à personne. Voilà. Voilà, donc on est effectivement quand même une entreprise très internationale. Alors européenne malgré tout avec un fort centrage français. On est une entreprise française détenue par des capitaux français et une famille française, ça c'est important. Nous on est Sopra Steria depuis en gros 40, on va fêter nos 50 ans. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais chez Sopra Steria? Donc j'ai créé une start-up interne qui s'appelle Imagine. Alors cette start-up Imagine, que j'ai créée il y a 4 ans et demi, elle avait pour ambition de développer, de déployer l'innovation au sein du groupe. Alors l'idée était toute simple, je prenais ma pioche et ma pelle de mineur, j'allais dans les BU, et puis j'allais chercher des pépites dans les agences, et puis j'essayais de les transformer entre guillemets en nouvelles start-up qui pouvaient derrière générer du business, pourquoi pas être incubées, et puis pourquoi pas derrière donner lieu à des spin-offs. Voilà, donc entre-temps, les choses ont beaucoup évolué, parce que d'abord, Steria est arrivé. Et puis effectivement, vous allez voir, on aborde ce sujet de manière un petit peu différente aujourd'hui. Donc on est très orienté start-up et très orienté innovation, mais un petit peu différemment. Alors mon parcours, il est très original. Hein. Le début de ma vie, c'était basketteur professionnel, donc rien à voir avec l'informatique. Puis ensuite, j'ai été logé, entre guillemets, hébergé dans un grand groupe comme beaucoup de sportifs de haut niveau qui s'appelait la Banque de France, plus précisément la Direction Générale de la Fabrication des Billets. Et puis, comme je travaillais à mi-temps entre la Banque de France et puis le basket, j'ai repris mes études et j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en Conservatoire national des arts et métiers en 95-96. Informatique fondamentale en vue des applications. Et puis j'ai fait aussi une spécialisation à Subtélécom Bretagne sur le sujet notamment des normes X25 à l'époque. Vous ne connaissez pas ça encore, mais aujourd'hui en gros, les normes X25, c'est tous les échanges autour des télécoms sécurisés. Voilà, à l'époque, il y avait des jolis modems qui faisaient des jolis bruits dans les bureaux. J'étais spécialiste de ça, de la sécurisation pour les échanges avec la Banque de France et le reste du monde. Donc, après ce parcours, je suis allé travailler dans le cadre de la mise en place de l'euro. Alors ça, vous n'avez peut-être pas connu non plus, parce que vous devez être né dans les années 91, comme mon fils est né. Donc vous n'avez pas connu forcément la gamme de billets qui s'appelait le 500 francs Pierre et Marie Curie, 50 francs, comment il s'appelle, le Petit Prince. Donc en fait, ces billets-là étaient à l'époque, le début, c'était sur ces billets qu'on a mis tous les signes d'authentification de la sécurisation des billets de banque qui allaient constituer l'euro. Donc j'ai été en charge, comme ils cherchaient des jeunes qui voulaient faire de l'informatique à cette époque-là, de créer des nouveaux systèmes embarqués sur la fabrication des billets pour contrôler les billets de banque à haute vitesse et faire en sorte que les billets qui étaient fabriqués dans toute l'Union européenne étaient conformes à ceux qu'on fabriquait en France, à Berlin, etc. etc. Voilà. Donc je suis allé à la Commission européenne, donc j'ai travaillé 3 ans à Munich puisque je parlais allemand. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait quelques conférences. Et puis à la Commission européenne, on m'a demandé de travailler sur un sujet que vous connaissez aujourd'hui aussi. J'étais le premier chef de projet digital, à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, mais ça s'appelait web. Le premier chef de projet web
de CIMAP, le système d'information des marchés publics européens. Aujourd'hui, c'est le JOCE. Donc le JOCE, j'étais l'un des premiers chefs de projet et toutes les normes code NAS, code NAF, là, c'était mon équipe qui les avions définies à l'époque. Voilà. Ensuite, j'ai fait quelques conférences. Je suis allé un petit peu partout en France, puis je suis arrivé à Saint-Étienne où j'ai fait une grande conférence chez EDF qui avait une problématique sur les barrages. Puis j'ai rencontré des gens qui sont venus là, puis qui m'ont dit, nous, on a une super idée, on veut créer un super site. Vous faites du web, est-ce que ça vous intéresserait de venir travailler avec nous? Et en fait, c'est devenu ce super truc, c'est devenu Cdiscount. À l'époque, ça s'appelait Semi-Course. Et puis on faisait des ventes silotées. C'est ma cave, c'est mes emplettes, c'est ma femme, etc. C'était très très siloté. Donc c'est ma femme, c'était tous les produits pour les femmes. Il y avait c'est ma cave pour le vin, etc. Et puis on s'est dit, plus en fait on vendait sur c'est ma cave et Semi-Course, plus on perdait de l'argent. Donc on a décidé d'en faire autre chose et on a fait en fait Cdiscount. Voilà. Et puis, il y a quelqu'un de Sopra qui cherchait un directeur d'agence et puis qui voulait aussi faire du web, puis qui est venu me voir en me disant, tiens, on a un projet, on voudrait créer une nouvelle agence, est-ce que ça vous intéresse? Donc j'ai franchi le pas. Et puis donc j'ai créé l'agence de Sopra Steria à Clermont-Ferrand en 2002 pour le compte de Michelin. Et on a travaillé donc sur beaucoup de projets, puisque le plus grand projet industriel de Michelin a été fait par nos équipes. C'est un projet d'agrégation des systèmes de comptabilité et finance à l'échelle du monde. Voilà. Voilà, donc directeur de BU, c'est juste pour vous expliquer ce qu'on peut faire chez Sopra. Donc j'étais rentré un peu, entre guillemets, stagiaire directeur, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Donc on m'a fait confiance et on fait confiance chez Sopra Steria, puis directeur de BU. Puis ensuite on m'a demandé de venir à la direction générale, comme on faisait beaucoup d'innovation, pour travailler au sein du groupe sur cette start-up qui s'appelle Imagine. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, je n'ai pas trop parlé de moi, mais bon, il fallait le faire aujourd'hui. Voilà. Alors si je vous parle des Smart Cities. Les Smart Cities, les définitions, il y en a autant dans un sens que dans l'autre. Ça ne veut pas dire grand-chose. Alors actuellement, ça commence, il y a déjà des partis politiques ou des gens de l'opposition qui m'appellent pour travailler avec eux sur le futur programme d'élections municipales pour définir avec eux la Smart City de demain. Alors il y en a un petit peu partout, il y en a à Marseille, il y en a à Lille, il y en a à Clermont-Ferrand, il y en a à Versailles, voilà, qui me demandent de les aider à définir avec eux ce qu'est une Smart City. Donc une Smart City, globalement, c'est ces 4 points-là, si on devait les définir. Donc c'est d'abord une ville plus efficace notamment au niveau de l'accès à l'information par ses citoyens. Donc là, on va plutôt travailler sur, entre guillemets, de l'informatique, sur l'informatisation du back-office de la ville, qui va être capable de délivrer, par exemple, des permis de conduire ou des cartes, en tout cas des documents administratifs de manière beaucoup plus rapide. Une ville beaucoup plus durable et beaucoup plus plaisante. Là, on va plutôt travailler sur des projets autour de l'énergie et des transports. Donc là, on a des grands partenaires. Mathilde en a cité un certain nombre, comme EDF, SNCF, Keolis, et j'en passe et des meilleurs. Un territoire plus sûr. On a travaillé il y a à peu près 8 mois avec la ville de Marseille sur un projet très intéressant qui s'appelle la délinquance urbaine. Donc c'est en gros, c'est créer et piloter un réseau de capteurs qui sont dans les rues, qui testent le bruit, qui testent la présence de foule. Enfin, il y a tout un tas de sujets qui sont très intéressants parce que là, on est vraiment très très proche du terrain, on est limite objet connecté. Et puis une ville et un territoire beaucoup plus démocratique, avec chaque citoyen qui devient acteur de sa cité. À Lille, par exemple, on a développé une application qui s'appelle City Hero, qui a d'ailleurs gagné pas mal de prix. City Hero, c'est en gros, vous avez votre apps, et puis dans la rue, vous pouvez dire, tiens, là, il y a un trou, là, il y a un banc qui est cassé, là, je voudrais créer ceci, là, je voudrais créer cela. Et en fait, là où c'est très amusant, mais vous le savez aussi bien, si ce n'est mieux que moi, c'est qu'en fait, les gens ont détourné cette application pour faire de l'accueil de personnes étrangères qui s'installent à Lille. Et quand il y a une personne étrangère qui s'installe à Lille, en fait, ils se sont accaparés cette application pour leur donner tout ce qu'ils pouvaient faire autour de chez eux. Et cette application devient en fait une espèce de réseau social de quartier pour permettre aux habitants de ce quartier de communiquer entre eux. Voilà quelques exemples. Alors, en termes de mots-clés, je vous l'ai un peu dit, donc on est sur l'ensemble de ces sujets. Donc c'est ce qui est intéressant quand vous travaillez dans une société de service, donc aujourd'hui on dit un ESN, enfin moi en tout cas ça me plaît beaucoup, vous avez compris que je n'aimais pas trop rester en place. En fait, si vous me parlez de santé, je peux vous parler un petit peu de santé, si vous me parlez d'automobile, je peux vous en parler, si vous me parlez d'aéronautique, je peux vous en parler, parce qu'en fait j'ai fait des missions dans à peu près tous ces secteurs, et c'est ce qui me plaît aussi, c'est que quand on travaille dans une entreprise comme la nôtre, on touche à beaucoup de choses, et finalement on n'est pas obligé de se cantonner sur un sujet à proprement parler, on peut vraiment évoluer avec le client et sur les technologies. Alors on parle aujourd'hui beaucoup de transformation digitale sur tous les sujets et dans les smart cities en particulier. Alors ça c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Comme je vous l'ai dit, bien sûr ça fait partie des programmes politiques, des enjeux qui sont majeurs pour les élus et même aujourd'hui pour certains gouvernements puisque
Il y a encore 2 ans, je conseillais par exemple le gouvernement des Philippines sur sa stratégie autour de son identité numérique. Aussi en Inde, on a fait un projet sur la mise en place d'une carte de santé, l'équivalent de la carte verte chez nous. Comment les Indiens peuvent disposer d'une assurance entre guillemets sociale, alors que 27% de la population est sans adresse. Donc 27% d'une population aussi importante, ça pose quand même un certain problème. Donc on est sur toutes ces réflexions autour de tous ces projets qui sont extrêmement intéressants. Et en fait, aujourd'hui, on est arrivé effectivement on va dire à un carrefour et un petit peu un alignement des planètes autour de la transformation numérique, parce que tout ça est permis globalement par l'arrivée des infrastructures dans les villes. Vous voyez que beaucoup de villes revendiquent le fait d'être full 4G, d'être câblé au débit, donc les infrastructures le permettent. Ensuite, vous avez des infrastructures au niveau des équipements qui sont dans les villes. On a parlé des caméras vidéo, mais on pourrait parler des objets connectés, on pourrait parler des détecteurs, par exemple, de pollution, détecteurs de bruit, etc., etc. Il y a aussi, bien sûr, toute la partie maturité des systèmes d'information autour des données. Bonjour. Donc là, derrière, on est sur des projets dont vous avez tous entendu parler autour du big data. On est aussi sur des problématiques de biométrie, de domotique, de réalité augmentée, de cloud. Enfin, ça, je ne vais pas vous lister toutes les technologies, vous les connaissez toutes, sur lesquelles on travaille. Et puis, ce qui est aussi très, très intéressant, c'est ça, c'est la possibilité de travailler sur des nouveaux usages. Donc, travailler sur des nouveaux usages, et ça fait partie de la transformation digitale, c'est à un moment donné aller voir un maire et puis construire avec lui une stratégie complète autour de ce que sera sa ville en 2020, ce que sera sa ville l'année prochaine, ce que sera sa ville sur un sujet particulier. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler avec quelques maires assez emblématiques autour de sujets très intéressants. Là, par exemple, actuellement, on travaille avec la mairie de Londres sur un projet donc avec la maire de Greenwich, qui est un borough de Londres particulier, qui elle-même est directrice du digital, en fait, qui travaille avec Sadiq Khan, le maire de Lyon, autour de la création d'un terminal de croisière complètement connecté. Et il voudrait faire de Greenwich donc, le plus grand terminal de croisière d'Europe. Donc relancer les bateaux, relancer aussi la fluidité entre l'Angleterre et puis l'Europe. Donc ça pose des problèmes au niveau de la pollution. Donc on réfléchit avec des énergéticiens à mettre des capteurs dans l'eau pour mesurer la qualité de l'eau. On réfléchit aussi avec des gens qui travaillent sur l'environnement à mettre des éoliennes, par exemple, embarquées sur des bateaux pour pouvoir avoir des bateaux qui soient complètement autonomes, y compris quand ils sont hackés. On travaille aussi avec une jeune femme qui est en train une start-up qui est très innovante, qui a créé en fait un pont montable-démontable en moins d'1 heure. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes dans une rue, il y a trop de voitures, vous déployez un pont, vous passez de l'autre côté, vous enlevez le pont, vous le déplacez. Voilà. Donc ça, c'est une dame qui travaillait avant, une Française, qui travaillait avant chez Zodiac et qui a développé en fait un système de coussinets qui maintient le pont. En gros, c'est le même système que les pneus chez Michelin, avec une pression qui est complètement mesurée en permanence et qui s'ajuste en fonction de la hauteur des quais, et qui va en fait maintenir le pont à hauteur, qui se replie, et puis vous pouvez le déplacer. Voilà. Donc ça, c'est typiquement des sujets qu'on va proposer à la ville de Paris dans le cadre des Jeux Olympiques. Voilà. Donc on est vraiment sur ces sujets qui sont extrêmement intéressants à une échelle donc au moins européenne. Alors après, je crois que le plus simple, c'est de vous montrer un petit peu quelle est notre vision de la Smart City. On a cité un certain nombre de sujets, un certain nombre de projets. Alors je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais bien évidemment, je suis très intéressé par les questions, parce que ce que je peux dire, c'est bien, mais je sais bien aussi quand vous intervenez, c'est même beaucoup mieux. Donc je vais vous montrer une petite vidéo. En général, j'ai 3 vidéos qui font 2-3 minutes, qui expliquent un petit peu, qui illustrent ce qu'on fait de manière un peu plus ludique. Voilà la première. Les Smart Cities, vous connaissez? Ces villes utilisent le numérique pour être plus attractives, améliorer la qualité de vie de leurs habitants, réduire leurs coûts et se développer durablement. Tom vit dans l'une d'elles et travaille même dans un Green Office, un bâtiment à énergie positive entièrement géré par Siago. Cette application optimise sa performance énergétique tout en garantissant le confort de ses usagers. Après le travail, Tom prend le bus avec son pass urbain. Cette carte lui donne accès à des services publics et privés, mais aussi à une plateforme sur laquelle il achète une place de foot pour ce soir. Sur le chemin, il croise Anna au Living Lab. Ensemble, ils testent les futures applications de la ville avant de reprendre leurs activités.
Foot pour Tom, qui accède en priorité au match grâce à son pass urbain. Virer-au-port pour Anna. La navigation, c'est sa grande passion. Avec l'application de Smart Harbor, elle visualise le taux d'occupation des places du port, profite du guidage GPS jusqu'à son emplacement et calcule en temps réel sa facture. Dan aussi utilise cette application. Il travaille au port et depuis sa tablette, il fait la tournée des emplacements et relève les compteurs en un clin d'œil. Fini les papiers. Chez lui aussi, Dan est connecté. Avec son amie Louisa, il participe au Green World Gaming. Plus ils recyclent leurs déchets, plus leur équipe gagne de points, qu'ils peuvent ensuite convertir en cadeaux. Louisa, justement, est en ville pour le week-end. Elle accède au portail Enjoy Mail pour visualiser sur son smartphone les stations de transport en commun, les commerçants et les points d'intérêt de la ville. Des parcours touristiques et commerciaux lui sont proposés et elle reçoit des alertes géolocalisées sur les bons plans des commerçants et les spectacles à proximité. Louisa trouve cette ville vraiment sympa. Dan lui a dit que ses habitants s'exprimaient sur une plateforme de démocratie participative. Ils donnent leur avis sur un nouveau projet du territoire et peuvent même soumettre leurs idées à la collectivité. C'est vraiment super de participer à la vie locale comme ça. Derrière chacun de ces services du quotidien, il y a une solution imaginée par Soprasteria, le leader européen de la transformation numérique. Voilà, c'est un petit concentré de ce qu'on fait toute la journée. Donc voilà, donc ça permet un petit peu de voir au travers finalement c'est ce qu'on a voulu montrer, au travers du quotidien d'une personne, tout ce qu'on pouvait faire. Donc ça va on a été les premiers à mettre en place en France, à Lyon, avec la communauté, avec le Grand Lyon, parce que ça ne s'appelle plus la communauté urbaine de Lyon maintenant, avec le Grand Lyon, en place un système qu'on appelle interopéré intermodal de ticketing, c'est-à-dire avec un seul ticket sur votre smartphone, vous pouvez prendre en gros tous les transports, tous les moyens de transport possibles, imaginables. Vous pouvez, on vous l'a montré sur la vidéo, aller, puisqu'il y a un partenariat avec OL, aller au parc OL, payer au parc OL, rentrer au stade et puis avoir un certain nombre de services. Vous pouvez aussi, c'est ce qu'on a fait à la ville d'Antibes, qui est quand même le plus grand port d'Europe aujourd'hui avec les grands bateaux. Je parle des yachts de grand tonnage. On a développé une conciergerie digitale pour offrir des services aux yachts. En particulier le yacht de M. Abramovich qui ne peut pas rentrer dans le port, donc il a fallu créer des services nouveaux pour aller lui délivrer des services. Voilà, ça c'est la petite anecdote. Voilà, on a fait effectivement pas mal de choses. Enjoy Mail, c'est intéressant parce que c'est une application qui permet aux commerçants de la ville de Lille de ramener les personnes et les citoyens, non plus dans les zones commerciales, mais à l'intérieur de la ville. C'est là où c'est très intéressant parce que c'est quand même la ville, l'endroit où a été créé Auchan et les grandes surfaces. Donc là, ils font tout pour ramener les gens en centre-ville. Voilà, donc on est sur l'ensemble de ces projets. Donc en résumé, si on devait se dire c'est quoi une Smart City, en fait c'est un petit peu tout, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui est intéressant. Donc c'est à la fois de l'interopérabilité des outils, puisque quand on veut travailler sur l'amélioration de ces services, il faut avoir des données. Ces données aujourd'hui, elles sont, ce que vous voyez là, ce petit schéma, il est assez sympa, elles sont plutôt silotées. Donc nous, on va aussi travailler sur la partie interopérabilité des systèmes pour pouvoir collecter les données, mettre en place des grands projets Big Data et délivrer des services qui soient justement un peu des services de décentralisation de tout ça. On est sur du collaboratif partenariat public-privé, parce que comme je vous ai expliqué sur le port de Londres, par exemple, Greenwich, mais je pourrais aussi vous parler, vous allez voir tout à l'heure ce qu'on fait à Oslo, on est avec souvent un partenaire institutionnel, on est avec plusieurs entreprises privées, on est avec des universités, on est avec des chercheurs, et on est vraiment sur cette logique. On a créé, vous avez peut-être entendu parler de ça, à Lyon, le TUBA, donc on est fondateur du TUBA, donc c'est le tube à expérimentation urbaine à Lyon, qui est maintenant déployé un petit peu partout en Europe. On est cofondateur de ce truc-là. En fait, c'est un living lab urbain qu'on a créé à Lyon et qu'on déploie dans pas mal de villes. Donc on l'a créé à Bordeaux, ça s'appelle Bordeaux Métropulse. On l'a fait à Saint-Omer, ça s'appelle le Bouddha. Voilà, on est en train de le déployer dans pas mal de villes d'Europe. Et on est en train de le déployer à Madrid. Ce sera fait avant la fin de l'année. Voilà, on est dans des projets d'intelligence collective, c'est-à-dire que vraiment, on est très intéressé par la vie de tous. C'est pour ça que, comme l'a dit fort justement Mathilde, la vie des étudiants et même la participation des étudiants nous intéresse. Moi-même, pour vous donner un ordre d'idée, à Marseille, il y a 2 ans, dans le cadre de la Foire Exposition de Marseille, j'ai fait travailler des classes de CM2 pour qu'elles créent elles-mêmes leurs objets connectés pour mesurer la pollution dans les classes.
Pourquoi? Parce qu'il y a une législation qui va sortir, je crois que c'est en 2019, qui va obliger les écoles à mesurer le bruit et la pollution à l'intérieur des classes. Donc on a pris des jeunes classes de CM2, on leur a fait fabriquer elles-mêmes leurs objets connectés et ils l'ont déployé et ça a été montré à la Foire de Marseille. Il y a eu d'ailleurs un très joli reportage de France Télévisions sur le sujet. Voilà, bon, on est bien sûr dans l'innovation, ça vous l'avez compris. La transformation digitale, je vous en ai aussi largement parlé. Et puis vous l'avez compris, l'international, parce que quand on va s'adresser à Madame Hidalgo, ce qui l'intéresse, ce n'est pas trop de savoir ce qui se passe à Amiens ou ce qui se passe à Versailles. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce qui se passe à Berlin, ce qui se passe à Madrid, donc ce qui se passe clairement à l'international. Alors, on parle beaucoup d'Europe. On est aussi très très présent à Singapour. On est d'ailleurs le premier partenaire digital du plus grand pont du monde. Vous avez peut-être dû voir ça qui est en train de se construire. C'est nous qui allons faire toute la partie suivi des péages complètement connectés, suivi des trafics, optimisation des flux. On a fait notamment à Paris, on a été aussi l'un des premiers à le faire, là c'est plutôt Steria qui avait travaillé sur ce projet, toute la gestion des taxis, file d'attente des taxis dans les aéroports, ça aussi une spécialité. Voilà. Alors je vous ai parlé plutôt d'usage, plutôt d'innovation et on va dire de choses autour des business et des nouvelles applications. On est bien sûr, puisque on est dans une école d'ingénieurs, on est bien sûr avant tout des personnes qui sommes vraiment au cœur des technologies. On a, je ne vais pas dire 100%, mais en tout cas une très très forte pourcentage d'ingénieurs dans nos équipes. Voilà, donc on travaille sur l'ensemble de ces sujets. Alors je ne vais pas tous vous les détailler, ça ne sert à pas grand-chose, juste pour vous montrer qu'on travaille là-dessus. Alors nous, peut-être, je fais peut-être une petite parenthèse, un petit bémol, que je ne fais pas souvent non plus à l'encontre de nos confrères / concurrents, c'est que tout ce que je vous ai montré là, nous on l'a fait. Voilà, parce que je siège aussi au Syntec, donc qui est le syndicat des technologies, en gros au syndicat des entreprises numériques, où je vois plein de confrères qui ont des très très grands noms, que vous connaissez tous, qui expliquent que ceci, que cela, mais n'empêche que si vous allez à Lyon, ce que je vous ai expliqué, vous allez le voir à Lyon, ce que je vous ai montré à Lille, vous allez le voir à Lille, on l'a fait vraiment. Donc, c'est important parce que, en fait, ce qui est aussi très important pour nous, et ça je le dis souvent, et chez Sopra Steria on l'oublie assez souvent aussi, on est en France, dans toutes les régions de France, on est le premier employeur digital de toutes les régions de France. On est le premier employeur digital en PACA, le premier employeur digital dans le Nord, le premier employeur digital en Atlantique, etc., dans Midi-Pyrénées, etc., etc. Donc ça veut dire que par rapport au Smart City, je peux vous dire que quand vous allez voir un maire ou un élu et puis vous lui dites, vous vous adressez quand même au premier employeur digital de la région, ça a un autre impact que quand j'ai 10 000 personnes, je ne sais pas où, à Singapour ou en Chine ou en Inde. Nous, on est locaux. Et ça veut dire aussi que nos ingénieurs, nos collaborateurs participent activement sur leur territoire à la vie de leur cité et à la vie également des technologies qu'on met en place dans les cités. Donc ça, c'est très important pour nous. Alors, on nous l'avait reproché il y a quelques années. Moi, je me rappelle, je travaillais à l'époque avec IBM et avec Accenture où ils nous disaient « Ouais, nous, on va avoir 150 000 personnes ici, 150 000 personnes là. » Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, la tendance profonde du marché, c'est exactement l'inverse. C'est de se dire « Ouais, on faisait beaucoup de choses en offshore. » Mais là, on est très clairement en train de se recentrer en local, parce que ce sur quoi vraiment on est très très attaché de plus en plus, c'est l'intelligence collective, c'est les projets participatifs, c'est le co-design, c'est la co-innovation, et ça ne se fait pas à distance, ça se fait sur place. Et là, vous vous adressez, vous êtes devant le premier employeur de chaque région de France. Voilà. Alors, évidemment, à l'international, c'est un petit peu plus compliqué, notamment en Espagne, en UK, etc. On est très très présent, on a plusieurs milliers de personnes, on n'est pas le premier employeur, mais on se développe très très fortement, mais ça, il faut quand même le savoir. Voilà, donc sur cette partie, plus technologie. Alors, Mathilde, tu ne toucheras plus à mon ordinateur. Donc, rejoindre Sopra Steria, c'était un petit peu le message, c'est avec nous, c'est construire le monde de demain. Alors, vous allez voir, je vais vous montrer, j'espère que ça va marcher, 2 petites vidéos qui illustrent ça. À chaque fois, c'est 2 minutes, mais oui, finalement, ça met 10 minutes quand il faut la lancer. Alors, il y en a une sur quelle est notre vision de demain, du futur. La deuxième, c'est un projet très intéressant qu'on vient de faire à Oslo, où on a créé, vous allez le voir, une sorte d'incubateur à l'échelle de la ville d'Oslo et de la Scandinavie. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que ça aussi c'est vrai, vous pouvez le voir, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et il y a les noms des personnes, vous pouvez les contacter. On va travailler à Oslo sur un projet d'environnement qui vise à réduire de 95% l'empreinte carbone de la ville d'Oslo. 95% l'empreinte carbone de la ville d'Oslo. Et aujourd'hui, par rapport au projet qui a été lancé en 2014,
on a à peu près 1 an et demi d'avance. Voilà. Je vais vous montrer le petit film qui retrace aussi ça, c'est la ville d'Oslo qui témoigne avec les gens sur place. Donc on est sur des nouvelles technologies, on est sur des nouveaux usages, on est sur des nouveaux services, vous l'avez vu, et puis on est sur des nouveaux business models aussi. Donc là aussi, on travaille beaucoup avec les jeunes startups. Alors vous avez peut-être là aussi entendu parler de quelque chose dont on parle beaucoup, notamment à Paris, c'est le NUMA. Le NUMA qui est un incubateur qui fait rêver beaucoup de monde, c'est juste en face de la maison du Bitcoin. Je ne suis pas un grand spécialiste de Paris, c'est, comment ça s'appelle, là où ils vendent tous les vêtements, là, le Marais, dans le quartier du Marais. Voilà. J'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait des trucs où ils vendaient que, enfin ils vendaient pas au public, ils vendaient qu'en gros. Bon, voilà. On découvre plein de choses tous les jours. Donc c'est là-bas que ça se passe. Et en fait, on est le premier partenaire digital du NUMA pour construire Paris de demain, et en particulier Paris 2024 autour de ces sujets. Alors on fait ça avec des partenaires un peu classiques comme Bouygues, comme SNCF, comme Omnium Plastique. On est les seuls partenaires digitaux de cette initiative qui est quand même importante et qui sera présentée, en fait, toutes nos réflexions et toutes les innovations qu'on va produire seront présentées à Anne Hidalgo au mois d'octobre ou novembre de cette année, un peu en avant-première, pour donner lieu ensuite à des grands projets qui seront déployés à l'échelle du Grand Paris. Dernier, on ne l'a pas fait, mais on a quand même beaucoup travaillé sur les HoloLens. On a, pour la ville d'Oslo, développé un système pour la télémédecine qui permet aux professeurs de modéliser le cœur et le foie, de le faire pivoter, enfin vraiment de le manipuler en 3D et de faire de la télémédecine et du télédiagnostic à distance. Voilà, donc on est sur la techno, on n'a pas fait ça. Bon, ça c'est plutôt sympa et plutôt rigolo. Voilà, à peu près tout le reste on l'a fait. Le pont, je vous en ai parlé, ça on l'a fait à Singapour. Sur la partie, alors il y a un autre truc qu'on n'a pas fait exactement comme ça, c'est vous voyez une jeune femme qui pose son smartphone et puis qui choisit sa robe. En fait, on a fait chez Audi en Allemagne quand vous pouvez choisir en fait l'intérieur de votre voiture, les jantes, la couleur, enfin, etc. C'est exactement une table comme ça à Microsoft qu'on a développé avec eux. Voilà. Le robot, on est avec ça aussi c'est quand même important. On est le premier partenaire français de Watson, c'est-à-dire qu'on est même, je crois, le seul partenaire de Watson, IBM Watson en France aujourd'hui, avec plusieurs expérimentations intéressantes. Donc le petit robot, on a été aussi les premiers à développer Paper, c'était Paper Now, on a plusieurs versions de robotique, je ne connais même plus. Voilà, et on travaille aujourd'hui sur la reconnaissance effectivement d'images avec eux. Et puis vous le savez peut-être, Watson, le problème qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il ne parle qu'anglais. Donc on est aujourd'hui le partenaire d'IBM pour en fait amener une dimension plus internationale et en particulier française à Watson. Et moi, en tout cas, je suis en train aujourd'hui de le mettre en place au CHU de Clermont-Ferrand sur la recherche contre le cancer pour pouvoir le mettre à disposition des médecins en France et commencer à travailler sur de l'aide de diagnostic spécialisée, experte avec Watson. Voilà, et puis le dernier petit film, puisque c'est un petit peu comme au cinéma, alors il faut juste que je retrouve le truc, c'est ce qu'on a fait sur à Oslo. Donc ça, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la création d'un grand incubateur à l'échelle de la Scandinavie, qui est basé à Oslo. Alors à Oslo, pour information, j'y étais il n'y a pas très longtemps, c'est très sympa, je ne sais pas si tu y allais Mathilde, mais en fait on a la plus grande tour de la ville d'Oslo, donc qui donne sur les fjords, c'est très très sympa à aller travailler. Et en fait on a été élu meilleur employeur, le meilleur employeur de Scandinavie. Et donc c'est marqué tout en haut de la tour et on se promenait la nuit, puis je voyais marqué Sopracia, j'ai dit il y a un truc marqué en dessous, en fait c'est marqué, mais enfin en anglais, meilleur employeur de Scandinavie, c'est super sympa. As the population of Oslo grows, the increase in urbanization creates new challenges for our city. This demands new and smart solutions to solve them, but we cannot do this alone. We must also engage the citizens and entrepreneurs of Oslo. And that's why we created the Smart Oslo Accelerator. In a collaboration between the Municipality of Oslo, Oslo Business Region, Soprasteria and some of the best startup hubs in Oslo, we will fast-track the best concepts through our Smart City program and make the City of Oslo your customer. Delivering digital transformation, Soprasteria are proud to collaborate in a partnership to help Oslo get smarter. We welcome you to apply and put forward your solution for a smarter, greener and more including city. Voilà, ça c'est à l'occasion du lancement de l'incubateur.
En fait, c'est au moment où on recrute donc les startups, on fait un appel aux startups qui a fort bien marché, puisque ça c'était au mois de mai qu'on l'a lancé, en sachant que juillet, en fait, la Scandinavie, il n'y a plus personne, ils partent tous en vacances prendre le soleil. Donc il fallait absolument le faire avant, et on a reçu plus de 1700 startups. Alors il faut savoir quand même qu'on est dans des conditions de travail qui sont vraiment, pour le coup, idéales, avec beaucoup de moyens. Des lieux qui sont effectivement, vous l'avez vu, ça c'est la Business School d'Oslo, pour information, d'ailleurs je ne le savais pas. C'est la plus grande école du monde en nombre d'étudiants. Je ne sais plus combien, enfin, je vous dirais une bêtise, tellement c'est énorme. Voilà. Et le fonds d'investissement d'Oslo, enfin de la ville d'Oslo et de la Norvège en particulier, c'est le deuxième fonds le plus important au monde derrière le Qatar. C'est 900 milliards de dollars. Sur ces 900 milliards de dollars, chaque année, le gouvernement prend 10% et réinvestit dans l'innovation, dans les étudiants, dans la formation. Donc je peux vous dire qu'il y a plein de choses qui se font et c'est super sympa. Voilà. Et on est le seul et le premier partenaire de la ville d'Oslo et de la Scandinavie sur ces sujets.